Sortie médiatique du président de la CENI au Mali, Amadou Ba a fait le point de la situation qui prévaut au sein de l'institution. Au Bénin, les formations politiques se préparent pour les prochaines joutes électorales. La coalition pour la défense de la démocratie a fait une sortie ce samedi à Cotonou. Puis, tenue d'un atelier sur l'entrepreneuriat au Cameroun à Douala, il vise à réduire le taux de chômage dans le pays. Transféré à la Cour pénale internationale le 30 novembre 2011, l'ouverture du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est fait 5 ans plus tard, précisément le 26 janvier 2016. Pour en savoir davantage sur la procédure qui allonge les 10 procès qui se déroulent au niveau de la CPI, l'Observatoire ivoirien du droit de l'homme OIDH, qui observe les procès post-électoraux à Abidjan et à La Haye, à travers une causerie débat, a tenté de faire comprendre à l'opinion ivoirienne et internationale le travail de la Cour pénale internationale. Un citoyen bien informé et bien formé contribue de façon plus utile au retour, n'est-ce pas, à une situation de non-violence. Nous voulons travailler en tant qu'acteur de la société civile à éviter la reddition des violences dans notre pays, et pour ce faire, il faut qu'on marque un arrêt pour s'informer et se former autour du procès. Sur le procès, Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé occupait le devant de la scène. Les échanges par contre ont permis au public de partager sur la justice post-crise dans certains pays comme le Soudan. Nous nous situons dans une logique de soutenir ce type d'initiative et nous avons déjà eu à le faire dans d'autres contextes en Afrique, notamment au Nigeria, en Ouganda, mais également au Sénégal. Après 5 ans de procès, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé réclamaient non-lieu pour faute de preuves. Malheureusement, le 1er octobre dernier, le bureau du procureur a plaidé auprès de la Chambre de la première instance pour que ce procès aille à son terme. En décembre, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo se retrouveront devant le juge de la CPI. À Abidjan, ce procès continue de passionner le public. Nombre d'entre les Congolais luttent pour s'en sortir avec de maigres moyens. Au cours du mois dernier, plus de 300 000 citoyens congolais, dont beaucoup travaillaient dans les mines, ont été expulsés d'Angola. Le Comité international de la Croix-Rouge a indiqué que 50 000 personnes se trouvent actuellement bloquées et sans ressources dans les environs de la ville frontalière de Kamako. Des humanitaires se sont alarmés mercredi au sujet de la situation. J'ai quitté Angola avec mes 3 enfants, n'apportant que mes vêtements, rien d'autre. Nous souffrons vraiment ici à Kamako. Les gens dorment dehors ou dans des églises. Les enfants sont dehors sous la pluie. C'est des personnes qui sont parties avec très peu de moyens, sans avoir beaucoup de temps pour se préparer, parfois arrivant les mains vides ou avec très peu de biens. Et certains d'entre eux sont enfouis sous la peur. Quelques 200 000 Congolais ont été expulsés vers la RDC au courant du mois d'octobre par les autorités angolaises qui ont évoqué une opération contre l'immigration. Kinshasa avait alors menacé de saisir les instances internationales. L'Union européenne a jusqu'au 10 décembre prochain pour décider de renouveler ou non les sanctions prises en décembre 2016 contre des personnalités congolaises parmi lesquelles figure Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat choisi par le président Joseph Kabila pour la présidentielle de décembre prochain. Ces responsables sont sous le coup d'une interdiction de voyager et d'un gel de leur avoir en Europe. Au cours d'une conférence de presse, le comité stratégique du Fonds commun pour le Congo a lancé un message de conciliation en direction de la communauté internationale. Pour les animateurs du FCC, le parti au pouvoir, l'Union européenne lèvera ses sanctions dès lors qu'elle sera assurée de l'organisation des élections le 23 décembre prochain. Mais pour l'Union européenne, l'équation est délicate.
car il s'agit soit de prendre le risque de maintenir sous sanction l'éventuel successeur de Joseph Kabila et d'entériner durablement la crise entre Kinshasa et Bruxelles en cas d'élection d'Emmanuel Ramazani Shadary, soit de calmer le jeu en levant les sanctions mais de se priver d'un moyen de pression à 15 jours de la date prévue pour la présidentielle. Mais de sources diplomatiques, un compromis se dessinerait. Il sera question de renouveler les sanctions, certes, mais envoyer dans le même temps aux Congolais un signal positif en leur donnant rendez-vous au lendemain du scrutin pour réévaluer la situation et envisager alors une possible levée de ces sanctions sans attendre la prochaine échéance. Ainsi donc, la première audience dans ce dossier ne devrait pas avoir lieu avant le premier trimestre 2019. Depuis quelques semaines, la situation est très tendue à la Commission électorale nationale indépendante du Mali. Certains membres de cette institution réclament la déchéance du président Amadouba et du questeur Befon Cissé. Ils évoquent comme raison un manquement aux règles budgétaires de l'organe. La première affaire concerne le détournement d'une centaine de millions confiés à des membres de la CENI dans le cadre de l'organisation de la dernière présidentielle malienne. La deuxième affaire porte sur l'achat de 17 véhicules pour la structure. Sur ces deux affaires, le président Amadouba donne sa version des faits. En plénière, on a discuté devant tout le monde, ça n'a posé aucun problème. Et le questeur on a fait un ordre de virement à la date du 13 février 2018 qui portait sur le reliquat de véhicules, les 70%, les 500 556 000 francs. Voilà l'ordre de virement. À ce jour, le ministère n'a pas payé cet argent-là. Nous, on a pris sur notre compte sur les indemnités, pensant qu'au bout de 3-4 mois, le ministère allait verser cet argent dans notre compte. On est au mois de novembre. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance. On a fait des dettes de rappel au ministre. Avec tous les papiers, l'arrêté, les 2 ordres de virement, pour qu'il ne reverse ce montant-là. Si aujourd'hui cet argent est versé, ceux qui sont en retard de paiement, c'est les indemnités, les démembrements de l'intérieur, sur 3 mois, sur 4 mois maintenant, mais on va les payer. Il n'y a pas de souci. On n'a pas détourné ce fonds-là. Qui peut détourner ce fonds ? Amadouba estime que l'objectif visé à travers cette fronde est d'entacher l'image du Mali. Il évoque une situation regrettable, mais se dit prêt à pardonner à ceux qu'il qualifie de brebis égarés pour mener à bien la mission confiée à la CENI. Je pensais qu'on était une équipe. Il y a certains qui ont fait de la fronde. Et cette fronde n'a pas commencé aujourd'hui, on n'est pas notre première épreuve, mais c'est celle-là qui est connue de tout le monde. On est toujours arrivé à ramener, je ne dis pas les brebis égarés, mais on est arrivé à les ramener dans la maison parce que j'ai dit on est en mission. Par cette affaire qui continue de faire parler d'elle, l'institution chargée de veiller à la transparence des élections au Mali prend un coup. Et aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter de la tournure que pourraient prendre les événements avec la mise en place d'un bureau parallèle le 25 octobre dernier. Le mercato politique bat son plein au Bénin, et ceci au fur et à mesure que s'annoncent les législatives de 2019. Pendant que 2 grands blocs se dégagent du camp de la majorité présidentielle, l'opposition fourbait de son côté ses armes. Et c'est dans une salle comble que les partis et personnalités politiques ont choisi de répondre à ce qu'ils qualifient d'attaque contre les fondamentaux de la démocratie. Déterminés à sauvegarder les acquis de l'historique Conférence des forces vives de la nation, exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus et prisonniers politiques. Exigeons le retour sans condition et sans délai de tous les exilés politiques dans l'esprit de l'article 16 alinéa 2 de la Constitution. Cette sortie vise aussi, selon ses organisateurs, à battre le rappel des troupes pour défendre la démocratie chèrement acquise par le sacrifice du peuple béninois dans son ensemble.
Des représentants de la plupart des grands partis d'opposition se sont succédés pour galvaniser la troupe en français et dans plusieurs langues locales. À travers de multiples lois, aussi liberticides les unes que les autres, le dispositif judiciaire de notre pays a été affaibli. Au cours du seul mois de juillet 2018, 3 lois scélérates ont été votées, dont le code pénal, voté nuitamment par une dizaine de députés, et le comble, la naissance de la criette, fortement contestée par les magistrats, avocats et tout le peuple, une cour spéciale chargée d'envoyer en exil ou en prison ceux qui s'opposent à la pensée unique. L'opposition béninoise, ensemble pour dire non à la mort programmée de la démocratie, c'est le thème qui aura fondé cette sortie. Les forces politiques présentes ont appelé à l'union et croient pouvoir rallier à leur cause nombre d'autres leaders politiques ainsi que le peuple béninois dans sa majorité. Ce geste est présenté comme un gage de bonne volonté dans le cadre du processus de paix de la part des autorités sud-soudanaises. L'ancienne porte-parole de la rébellion, James Gadet, et William John Endley, un ancien colonel sud-africain à la retraite et ex-conseiller de Riek Machar, avait été condamné à mort en février par un tribunal de Juba pour trahison et conspiration en vue de renverser le gouvernement. L'annonce de leur remise en liberté avait été faite mercredi par le président Salva Kiir lors d'une cérémonie célébrant la signature en septembre d'un nouvel accord de paix à laquelle Riek Machar avait pris part. Endley devait être expulsé dès vendredi même vers l'Afrique du Sud et Gadet devait se rendre à Khartoum où réside pour l'instant Machar. Pour la petite histoire, James Gadet avait fui son pays en 2016. Il avait été engagé comme conseiller par Machar pour apporter son expertise technique, notamment à l'intégration. L'ancien militaire avait été arrêté à l'aéroport de Juba quelques semaines après de violents combats dans la capitale entre les troupes des deux belligérants. De nombreux observateurs restent sceptiques sur la capacité de Kiir et Machar appelés à travailler ensemble. Les pays africains sont aujourd'hui confrontés à l'épineux problème de l'emploi des jeunes. Au Cameroun, il connaît des proportions inquiétantes. Malgré les efforts de l'État et ses tentatives pour apporter des réponses, le chômage des jeunes persiste. La démographie galopante est un effet amplificateur de la question de l'emploi, car les jeunes constituent un segment important sur le marché du travail. Face à ce phénomène, sous le haut patronage du gouverneur du littoral, Speakworking s'est penché sur la question de l'accès à l'emploi afin de déceler les failles et proposer des solutions en organisant un atelier à Douala sous le thème « Développement personnel et coaching et financement participatif des projets ». Nous voudrons d'abord tout simplement promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Par la suite, nous voulons permettre à ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de moyens financiers, de trouver des solutions propices à l'instar du crowdfunding, qui est une solution propice pour les jeunes entrepreneurs en dehors des prêts bancaires. Un atelier animé par des formateurs qui se sont réjouis de la qualité des participants. C'est aussi très impressionnant, très galvanisant de remarquer qu'il y a encore des jeunes ou alors qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont engagés à faire carrière dans l'aventure entrepreneuriale. Les travaux se sont déroulés essentiellement en plénière à travers des communications et échanges pour relever les recommandations essentielles. J'ai beaucoup appris dans comment recevoir le financement des projets, les différentes plateformes. Cet accompagnement a eu comme ambition de fédérer les jeunes et leur permettre de dépasser les difficultés particulières rencontrées en tant que jeunes entrepreneurs en Afrique et au Cameroun en particulier.